VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Alors, il te plaît mon t-shirt? J'adore ton t-shirt. C'est un petit jeune là qui commence, j'ai eu envie de le soutenir, lui faire un petit shout-out. Ben merci. Il s'appelle Roger Muntu. Ah, c'est lui? Un gars plein de talent. Alors cette semaine, dans Vous et nous, c'est numérique mon amour, hein, Roger. En plus de hashtag Vous et nous aurons droit à Afrique numérique avec l'inénarrable, l'incomparable Arzouma Compaoré avec un cas, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi du numérique ailleurs. Absolument, Anna. Il sera aussi question de hacking à la prestigieuse université de Stanford. Résoudre des problèmes du monde réel, c'est ce que préfèrent certains professeurs pour leurs étudiants. On verra où et comment. Et puis en plein ramadan, un sujet d'actualité, l'islamophobie, cette fois-ci vécue par les enfants. Et aussi, dans ce thème islamique, une très jolie histoire, celle de cette ballerine du Caire qui danse avec son hijab. Waouh, et exclusive! Interview de l'artiste Dami Touré, c'est dans cette émission avec the one and only Anastasie Tudiash. Gotta be me, mes chers Roger Muntu. Ouais. Commençons en Californie. Oui, on commence en Californie, merci. On a plus précisément à l'université de Stanford en Californie où les étudiants en cours de piratage informatique ne passent pas des longues heures dans la bibliothèque. Leurs professeurs préfèrent le terrain pour résoudre des problèmes du monde réel qui leur sont confiés par le ministère de la Défense et l'armée américaine. Reportage à Stanford de Michelle Quinn, récit de Claire Morangibourg. Il existe plus d'une centaine de cours d'entrepreneuriat à l'université de Stanford, mais la session de piratage militaire est très spéciale. Les étudiants apprennent à résoudre les problèmes auxquels font face les organismes de défense du pays. Ils veulent pouvoir résoudre des problèmes difficiles du monde réel, avec tout le respect que nous devons à Google, Dropbox, Facebook et Twitter. Nos étudiants auront tous des opportunités pour aller travailler dans la Silicon Valley quand ils seront diplômés, mais les problèmes traités ici sont plus importants. Steve Blank et d'autres professeurs ont lancé cette session de 10 semaines l'année dernière pour contribuer à la création de start-up dédiées aux questions militaires et aux questions de défense. Parmi les projets des étudiants, aider les soldats sur le terrain grâce à la cartographie numérique, créer des capteurs pour aider les soldats blessés et améliorer la cybersécurité. Benjin Nguyen est étudiant diplômé en sciences politiques. Il vient d'Austin au Texas. Ses parents sont originaires du Vietnam. Je travaille avec US Transcom, qui gère le transport aux États-Unis pour améliorer la sécurité informatique dans les ports maritimes du pays. Les étudiants de cette classe de piratage militaire apprennent à analyser un problème avant de trouver la bonne solution. C'est un ensemble de compétences qu'ils pourront utiliser dans tout ce qu'ils feront dans le futur. Si jeune et si sérieux. Roger, en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'on utilise le terme hacker de manière impropre, en fait. Il y a les hackers, et eux, ce sont les gentils, si tu veux, dans la famille des hackers. Ils sont juste doués pour rentrer dans ton ordi. C'est un jeu pour eux. Et puis, il y a les crackers. Ce sont les méchants dans la famille des hackers. Ce sont eux qui volent les cartes bleues, par exemple. Et puis, il y a aussi leurs cousins, les frackers, qui, eux, inventent des systèmes qui permettent de téléphoner gratuitement. Là, hein? Oui, attends, wow, tu blagues pas, hein? Merci. Ou de modifier le contenu des téléphones mobiles. Waouh. Tu vois, c'est pas mal, non? Mais tu sais, je me suis préparé pour te dire tout ça et maintenant c'est fini. En tout cas, la transition est toute trouvée pour la séquence qui va suivre. Il aurait certainement un avis sur les hackers de Stanford. Lui, c'est Arzouma Compaoré. La séquence Afrique numérique. Hello Arzouké. Hello Arzouké. Non, c'est moi qui l'appelle Arzouké. Toi, tu l'appelles Arzouma. Hello Arzouma. Salut. Voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. 2 sujets aujourd'hui. 2 sujets. Alors, de quoi on parle? Aujourd'hui, on va parler de Smart Industry. Oh. Je sais, Anna, tu vas me demander c'est quoi. Oui. C'est quoi? Très simplement, quand on entend Smart Industry, il faut penser à tout ce qui est e-commerce, cloud, big data, réseau, tout ça. Okay? Alors, cette start-up qui a été notre coup de cœur pour cette fois-ci s'appelle Nature Software.
Nature Software, en fait, si tu veux, c'est l'une des startups les plus en vue actuellement, qui fait le plus de bruit du côté de la France, de l'Europe en général même. Et ce qu'ils proposent, c'est de simplifier la communication entre l'homme et la machine. Jusqu'à présent, la façon comment on communique, c'est que tu as besoin de physiquement toucher un clavier pour entrer de l'information. Oui. Maintenant, tu vas parler seulement. Voilà. tu nous as dévancé là. On est rentré dans le futur. Wow. Et c'est vraiment ce qu'ils font, c'est qu'ils se proposent en fait d'utiliser la reconnaissance faciale et puis le son pour adapter en fait toutes les interactions qu'on fait avec la machine. Mais en tout cas, on a parlé avec Ulysse MD et puis je vous propose d'écouter un peu ce qu'il a à dire là-dessus. Allez, on l'écoute. Quand vous entrez dans une pièce, de façon concrète, vous entrez dans une pièce comme en open space ou alors en salle de réunion. Il y a notre intelligence artificielle qui est dans Iris, qui s'appelle Ava, qui vous reconnaît, qui va vous dire par exemple « Bonjour, vous allez bien ?» Vous avez l'air en forme parce qu'elle reconnaît vos émotions. Et vous vous asseyez, vous levez la main et vous commencez à interagir avec les interfaces. Ces interfaces-là se sont adaptées à vous aussi et à votre présence. Donc, suivant ce sur quoi vous travaillez, elles s'affichent automatiquement. Donc, à partir de là, vous pouvez être plusieurs aussi à travailler sur les mêmes interfaces. Et ce que vous faites est mis à jour dans les systèmes d'information de l'entreprise. En fait. C'est là qu'entre en ligne de compte la réalité augmentée, où on permet aux équipes qui sont distantes, ou alors tout simplement dans le cadre de formation ou de soutien scolaire comme on le fait déjà actuellement, aux équipes de travailler sur les mêmes interfaces en temps réel. Donc, par exemple, vous imaginez juste un cube en fait, que vous manipulez, vous êtes tous distants et vous faites bouger en fait le cube chacun de son côté et c'est comme si vous étiez dans la même pièce. Formidable, il a l'air vraiment très intéressant. La deuxième grosse news en fait de ce mois, c'est une grosse conférence tech qui s'appelle Afrobyte. C'est la première conférence tech entièrement mise en place par des Africains. Ils se proposent de mettre en relation le monde des développeurs, des créateurs et le monde des investisseurs sur une même plateforme à Paris. Alors moi, je trouve ça très bien que ce soit des Africains qui le fassent pour la première fois. Qu'est-ce que ça apporte? C'est que maintenant, on dit notre propre narrative, nous-mêmes. On raconte notre propre histoire. Voilà, on raconte notre propre histoire. Nous avons rencontré aussi, discuté avec Amin Youssef, qui est le fondateur, le créateur, co-créateur de Afrobyte. Burkinabé aussi? Non, il vient des Comores, celui-là. Il est vraiment sympathique et je vous propose d'écouter ce qu'il a à dire. Il connaît des gens, hein, bien sûr. Wow. Nous, on connecte l'Afrique avec les écosystèmes tech mondiaux. Nous, notre positionnement, il est simple. Il est d'être l'ambassade technologique de l'Afrique hors d'Afrique. C'est notre rôle. Donc, on travaille avec les techers, donc on travaille avec les startups pour, à Paris, leur offrir un espace qui est à eux, c'est très important, qui est à eux, où on les connecte avec des grands groupes, où on les connecte avec des gens qui viennent de la Silicon Valley. On veut dire à un jeune qui se trouve au Mali, aux Comores, d'où je viens, ne prends pas le désert, ne prends pas la mer. Et c'est les jeunes que je te présente là, s'ils lèvent des fonds, ils les lèvent parce qu'ils ont fait leur projet en Afrique, à côté de toi. À côté de toi. Thank you, Arzuma Compaoré. Merci, Arzouké. Comment t'as appelé Arzuma Compaoré? Moi, j'ai dit Arzouké. Je rêve. Rendez-vous le mois prochain. Restez avec nous, les amis. Nous revenons dans un instant avec Dilly Dikou. Hello, Dilly. Hello, Roger. Hello, Anna. Comment ça va? Alors, cette semaine, on parle service militaire, c'est ça? Service militaire, ouais. Pour Anna? Vous y attendiez pas? Est-ce que vous avez fait un service militaire? Moi, non. Je ne suis pas israélienne. Moi, j'étais garde de prison. Je ne sais pas si c'est... Non, on te parle de service militaire. I'm sorry, Dilly. I really am. Mais tu as eu une formation quand même. C'est une formation quand même. Merci, Dilly. Ouais, voilà. Attends. Tu es bien trop gentille avec lui. Ça te perdra. Je sais utiliser l'arme. Attends, c'est service militaire. Donc, Roger, on a posé une question en 2 temps. Oui. Je vais te dire, oui. Le service militaire obligatoire serait-il utile en Afrique? Donc, première question. Et pensez-vous qu'une carrière dans l'armée est une voie à privilégier pour la jeunesse africaine? Donc, on commence par le Congo-Brazza et c'est Landry qui nous dit « Un service militaire? Non, pas du tout. Pourquoi faire? Un service civique basé sur le respect des valeurs fondamentales serait plus adapté. » Donc, il est totalement contre. Aliko nous écrit du Tchad et il nous dit « Je pense que c'est la meilleure méthode pour discipliner et former la jeunesse. J'ai fait mon service militaire et je témoigne des bienfaits de cette formation. Ouais.
Après notre sortie de promotion, nous étions comme des frères et nous le sommes toujours aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec Aliko parce que, comme tu l'as dit au début, qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Moi, je crois que c'est très important qu'il y ait ce service militaire, pour des jeunes surtout. Parce que c'est une discipline. Si, tu te rends compte, Anna, si elle faisait. Merci. J'ai rien dit. Tu veux dire qu'Anna n'est pas disciplinée? J'ai rien dit. Et puis, qu'est-ce qu'Anna vient faire dedans? Continuons. J'ai rien dit. On change de sujet maintenant, Anna. Rien à voir avec le service militaire. Peut-être le côté sécurité. Donc, pour parler des harnais de sécurité pour les enfants. Donc, je vais vous poser une question. Si vous aviez des enfants en bas âge, Roger et Anna, très turbulents, un peu foufou, qui courent dans tous les sens, est-ce que, franchement, vous utiliseriez un harnais de sécurité pour prémunir ce qu'on toute appelle fugue? une laisse. Oui, obligé. Oui, voilà. Obligé. Écoute, j'ai eu un fils comme ça. Mon fils cadet on entrait dans un supermarché, je le retrouvais en haut d'une étagère. Il était là, maman, regarde où je suis. On entrait dans les magasins, il se mettait dans les vitrines, il passait derrière les caisses, il ouvrait les tiroirs caisses. Enfin, il tenait pas en place, il était très content de vivre. On était dans le jardin, il se balançait sur les branches du manguier. Enfin, il était en pleine forme et j'ai vraiment pensé à un moment à acheter ça. Mais c'est quand on était en France. Une fois qu'on a été vivre en Afrique un moment, enfin à Madagascar, bon, il était dans un grand jardin et il y avait des gens pour le surveiller, donc j'ai laissé. Mais vraiment, on est parti au moment où j'allais acheter Tu as failli le faire. Ah, vraiment? Ouais. J'étais prête à le faire. Wow. Et d'ailleurs, je le lui rappelle souvent, il n'est pas très content. Ah non. Je trouve que c'est vraiment une particularité anglo-saxonne, voire même américaine, parce que j'avais jamais vu ça jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis la première fois. Et j'étais à l'aéroport entre deux vols et je vois ce papa qui court derrière sa fille et qui la tient genre en laisse. Et je me suis dit, c'est fou ça, c'est les États-Unis. Une laisse pour enfants? Non, j'ai vu ça. Moi, je l'ai découvert en France. Ouais. Wow. Tu l'as découvert en France, mais j'ai jamais vu ça en France. Et justement, je trouve que c'est un truc qu'on fait plus en Australie, en Angleterre, aux États-Unis et en France. Et en Afrique, j'ai jamais vu ça. En Afrique, jamais, parce qu'on porte les bébés au dos et puis ça crée d'autres types de relations. Et puis Non, moi, je peux bien voir ma mère dire, attends, c'est pas un chien, mon fils, c'est pas un chien. Et puis, il y a toujours quelqu'un, en Afrique, il y aura toujours quelqu'un pour surveiller ton enfant. Ma mère dirait ça. Je crois que c'est ça, la connotation négative qu'on a de la laisse, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que l'appeler un harnais pour enfants, c'est autre chose. Un harnais de sécurité. Mais en Afrique, enfin, en tout cas, dans l'Afrique que je connais, on n'a pas besoin parce qu'il y a toujours quelqu'un pour regarder l'enfant, alors qu'en Occident, on est un peu seul avec soi-même. Merci beaucoup, Dili. Merci Anna, infiniment. merci Roger. On apprend toujours avec Dili. Mais tu dis ça à chaque fois? C'est Vous et Nous dans 2 minutes, c'est l'Anglais Express, mais aussi une ballerine en hijab, un livre qui parle d'islamophobie aux enfants, et un musicien mauritanien voyageur. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous
Part 2. Êtes-vous prêt à apprendre une leçon d'anglais avec Michel Joseph? Oui, c'est Anglais Express et c'est now. Bienvenue à l'Anglais Express. Nous connaissons tous ce que c'est que la nature ou être dans la nature. Et par définition, la nature englobe tout ce qui fait partie de notre environnement, c'est-à-dire les plantes, les fleurs, les animaux, les montagnes, les océans. Et donc, que pourrait signifier en anglais l'expression suivante, second nature, seconde nature? Est-ce que cette expression a à voir avec une autre version de notre monde? Écoutons pour mieux comprendre. Second nature. Jonathan, I just have to say that you are a really good trombone player. Aw, thanks, Anna. I've been playing trombone since I was a teenager. Now, it's second nature to me. Well, it seems like you were born playing trombone. That's what my mom always says. And she's happy I have my own home now where I can practice. L'expression second nature veut dire quelque chose que l'on fait naturellement, automatiquement, sans y penser, parce qu'on le fait si souvent. C'est comme si vous faisiez cette chose depuis votre naissance. What is second nature for you? Qu'est-ce qui est facile ou naturel pour vous? What about speaking English? Is it second nature for you? Ça, c'est une plaisanterie. It's a joke. Et voilà pour l'Anglais Express. Un grand merci à Mijo, notre prof d'anglais préféré. Et l'Anglais Express est aussi sur www.voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Dans un nouveau livre intitulé La voix d'Amina, une jeune fille préadolescente navigue le quotidien de l'école primaire et l'islamophobie ambiante. Yahya Al-Barzin est allé à la rencontre des jeunes écoliers américains, d'enseignants et de l'auteur primé de ce bouquin. La rencontre a permis de parler de l'espoir qui suscite cette histoire, qui permet aux gens de mieux comprendre l'islam. Voici Enna Khan, une américano-pakistanaise qui ambitionne de faire disparaître les idées reçues et erronées sur l'islam à travers l'histoire d'une petite fille musulmane. Son livre, La voix d'Amina, a pour objectif d'aider les Américains à comprendre ce que c'est que d'être musulman aux États-Unis. C'est très important que les gens puissent s'identifier à travers le récit et le personnage, qu'ils réalisent que cette petite fille, Amina, et sa famille ne sont pas si différents de la leur, que sa communauté, ses amis et sa famille sont similaires aux leurs. Dans cette librairie de la capitale, Enna dédicace des exemplaires de son livre et discute des défis auxquels fait face une adolescente musulmane aux États-Unis, son pays d'accueil. Ce qui se passe actuellement, c'est que les médias ont tendance à se focaliser sur le négatif. Nous n'entendons parler que de terrorisme, qui malheureusement est juxtaposé à l'islam. Ça devient le discours dominant et les personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l'islam n'entendent parler que de terrorisme. L'écolière Mia Endelman a lu ce livre. Elle a beaucoup appris. Je ne connaissais pas les églises musulmanes, les mosquées. Avant, je ne savais pas que cela s'appelait comme ça. L'auteur explique que trouver un éditeur n'a pas été chose facile, mais il semblerait que ses efforts aient porté leurs fruits. Tu sais ce que je trouve formidable, c'est la possibilité de discuter, de parler, de considérer qu'aucun sujet n'est tabou, même les plus sombres, qu'il s'agisse du racisme, du sexisme, de l'islamophobie. Pouvoir en parler, c'est déjà faire un très grand pas. Et tu sais, tu as bien décrit ce qu'on fait dans cette émission-là, RM Show. Et merci d'avoir participé à cette show. Place à une très jolie histoire à présent. Quand on pense ballerine, on pense à une jeune femme blanche avec les cheveux attachés en chignon, gracile, et qui porte des collants et un tutu et puis un juste au corps. Eh bien, cette jeune femme, Kerot, a décidé qu'être ballerine était son rêve aussi, mais que ça ne devait pas l'empêcher de pratiquer sa religion. Regardez. Enfant, Angie El Shazli se rêvait ballerine. C'est à 27 ans qu'elle a pu suivre des cours de danse. 3 ans plus tard, la jeune femme continue de danser tout en portant le hijab. Chaussures de ballet usées et volonté d'acier, Angie est une rareté et elle l'assume.
Bien sûr, ceux qui pensent que le hijab et la danse classique n'ont rien à faire ensemble me critiquent. Mais il y a aussi des gens qui me soutiennent. Après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Pour certains, porter un hijab n'est pas approprié. Mais je suis engagée dans une relation avec Dieu. Et ce qui était important pour moi, c'était de faire ce que j'aime sans me perdre. Et je l'ai fait. Filmer dans les studios est interdit, alors Engie nous emmène au bord du Nil. Elle a d'abord hésité à monter sur scène avec son hijab, mais après plusieurs spectacles au centre culturel russe, elle s'est habituée. C'est là que j'ai découvert que je pouvais monter sur scène en hijab. Je portais les mêmes vêtements que les autres. Je couvrais mes cheveux d'un voile noir. Je ne suis pas différente des autres. C'est juste que j'avais une robe à manches longues et en même temps, je pouvais faire ce que j'aimais. Engie El Chazli enseigne actuellement dans une école de danse classique au Caire. Elle rêve d'ouvrir sa propre académie. Anna, on sait que Catherine ballerine dans certains pays n'est pas du tout facile, comme en Égypte. Hein. Mais on sait aussi que beaucoup de ces jeunes-là rêvent. Et pas que là-bas, hein. Tu sais que j'ai fait de la danse classique. C'est ça la question que j'allais te poser au fait. T'as fait ça aussi? J'ai fait de la danse classique quelques années, vraiment de 3 ans, pas suffisamment pour monter sur les pointes. J'ai adoré. Et puis je suis passée à autre chose. Comme quoi, par exemple? Le piano. Piano. Tu joues? Un jour, je jouerai pour toi, si tu es gentil. Qu'est-ce que tu fais? La semaine prochaine, on fait ça dans la même chose. Ok. Ouais, d'accord. Alors lui, il s'appelle pas Déby en tout cas, il s'appelle Dabi Touré. Et quand il était jeune, Anna, son père ne voulait pas qu'il fasse de la musique, qu'il devienne musicien. Et voilà, après, il est devenu un grand. Tu l'as rencontré. Quel honneur, quel privilège. Moi, j'aurais bien voulu le rencontrer. Il était très occupé avec cette émission. Donc voilà. Mais pour le savoir, je te propose qu'on regarde. Super, tout simplement. Suivons. Nous sommes en direct du studio 4 de La Voix de l'Amérique et nous y sommes parce que j'ai le plaisir de recevoir un artiste qui passe de temps en temps par Washington. Dabi Touré, bonjour. Bonjour Anastasie. Comme on se retrouve, Dabi, quelques années plus tard. La dernière fois que j'ai fait votre interview, c'était à Paris, pour Africa numéro 1. Oui. Et cette fois-ci, vous êtes ici à Washington, dans des conditions assez prestigieuses, puisque vous êtes l'invité du Millennium Stage. Alors, laissez-moi expliquer à nos amis de l'autre côté de l'écran ce que c'est. Le Kennedy Center est un centre culturel central à DC, très couru, très connu. Et tous les jours à 18h, il y a ce qu'on appelle les Millennium Stage, des concerts gratuits qui permettent à tout Washingtonien qui se respecte ou qui est mélomane de découvrir un artiste avec son univers musical. Parfois, il y a plus que de la musique, parfois c'est de la danse aussi, en même temps que la musique. Mais enfin, voilà, c'est une approche, une manière d'approcher un artiste que par ailleurs, d'une autre manière, on n'aurait pas forcément rencontré. Et cette fois-ci, ce soir, c'est vous, Dabi Touré. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez partager avec le public du Kennedy Center? Je vais partager beaucoup de choses, je pense. J'ai partagé de l'amour. Ça, on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Je vais partager une belle histoire que j'ai écrite il y a à peu près un mois. Ah oui. Donc après l'album À Monafi. Oui, on a continué à travailler et j'ai décidé dorénavant de raconter des histoires qui n'existent pas forcément sur le dernier album. Autre paradoxe chez vous, vous êtes un homme cousu de paradoxes comme nous tous, hein, mais on s'intéresse au vôtre aujourd'hui, Dabi, c'est que donc vous avez grandi en Afrique, mais votre musique, si on enlève les paroles, pourrait plutôt pencher du côté de la pop, folk, pas une musique qu'on imaginerait de manière un peu peut-être cliché, venant d'Afrique. Et pourtant, vous parlez 6 langues, dont combien africaines? À peu près, pas à peu près, je parle 4 langues de chez moi. Attention, hein, parce qu'à la fin de notre interview, vous allez dire au revoir à tout le monde dans chacune des langues que vous parlez. Donc, je vous préviens. Alors, le Wolof, le Soninké. Le Wolof, donc, c'est une langue parlée un peu partout. Au Sénégal, déjà beaucoup, puis en Mauritanie aussi. Et il y a le Fula, le Peul. Il y a donc le Soninké, on a donc fait 3. La Hassania, qui est du côté de ma mère. Et français et anglais. Formidable. Alors, première question, la première chanson que vous ayez composée, vous l'avez composée en quelle langue? C'était un Peul. Bon, alors on se quitte avec quoi? S'il vous plaît, une chanson que pour être en communion avec les gens qui viendront vous voir ce soir
au Kennedy Center. Comme ça, nos auditeurs sur le continent auront le sentiment d'être un peu à votre concert. Dites-nous d'abord comment s'appelle le morceau, puisque après ça, on ne pourra plus se parler. On dira au revoir. Et la chanson s'appelle Woyoyoy. Elle parle d'une femme que j'ai croisée quand j'étais enfant, en Casamance, dans le sud du Sénégal, plus précisément à Ziguinchor. Et c'est une femme très belle, mais très belle de par sa générosité, très belle de par le fait qu'elle s'occupait vraiment de tout le monde, des enfants de tout le quartier, des mamans qui étaient en besoin, en galère, etc. Donc c'est une personne qui était tout le temps disponible et en plus était belle, donc elle était belle pour ça. Elle était belle dedans et dehors. Et avant de partir, Dabi Touré, je vais vous faire faire ce que je vous avais demandé de faire. Vous allez dire au revoir à nos auditeurs dans les langues africaines que vous connaissez. Ou bonjour, voilà. Ou donc bonjour. En Peul, on va dire on jaramo no feewi, mais de salmino no feewi. En soninké, je vais dire mare mouterinkano, les auditeurs. Mari Mouterinkano, Hanawari Mohosiri, Ngaka Kunyini, Nkeani Dabi. Ça, c'est en soninké. En Wolof, Mbolomi, Yeni Douglu, Voice of America, Manak Anastasia, ñoo toog fi di waxtaan. Maa ngi leen nuyu bu baax di leen di sant, di leen di gërëm. Et puis j'espère que ñu waxtaan en Hassania aussi. Oui. Salam alaikum, ثم كاملين. Lek Dabi. نختار نعدلكم شوي من الموسيقى مع أنستازيا. وهنا تياها في Voice America. Mangi wallo am na teli ma dal ma mi mane sentu ma woni sama way tey ji dina ma sadage ku melni The amazing Dabi Touré. Amazing guy. Et sa musique, je disais qu'il était aussi inspiré par Bob Marley, par beaucoup d'artistes américains. Et ce qui est fou, c'est qu'il est inspiré par vraiment des artistes pas nécessairement africains, et qu'effectivement, sa musique sonne vraiment folk, pop. Mais que voilà, son ancrage à l'Afrique, c'est par la langue. Wow. Et je trouve que c'est un mélange qui lui réussit bien. C'est vrai. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais vraiment, lui est Keep doing what you're unique. Doing. Exactement, les amis. Et comme d'habitude, alors, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.